Un homme riche achète une île déserte, mais ce qu'il découvre en l'explorant le laisse sans voix. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour que nous puissions partager plus d'histoires. Philippe Dubois était l'un des hommes les plus riches et les plus influents de France, fondateur et PDG de TechVision, une entreprise technologique révolutionnaire. Il avait bâti un empire à partir de rien. Ses innovations avaient changé la façon dont les gens communiquaient, travaillaient et vivaient. Les médias le qualifiaient de génie, d'innovateur, de visionnaire. Les magazines économiques publiaient régulièrement sa photo en couverture, le présentant comme l'exemple même de la réussite moderne. Malgré tout ce succès, Philippe ressentait un vide grandissant en lui. Chaque matin, il se réveillait dans son luxueux penthouse, situé au dernier étage d'un gratte-ciel parisien, avec une vue panoramique sur la ville lumière. Les œuvres d'art contemporain ornaient les murs, les meubles étaient design, tout était à la pointe du luxe, mais rien de tout cela ne parvenait à combler le sentiment de solitude qui l'habitait. Ses journées étaient rythmées par des réunions, des conférences, des voyages d'affaires aux quatre coins du monde. Il était constamment entouré de monde, mais il se sentait terriblement seul. Les conversations tournaient toujours autour des affaires, des profits, des stratégies de marché. Les relations personnelles semblaient superficielles, dictées par l'intérêt plutôt que par une réelle affection. Un soir, après une énième soirée mondaine, où il avait souri mécaniquement aux compliments et aux flatteries, Philippe rentra chez lui épuisé. Il se servit un verre de vin, s'installa sur sa terrasse et contempla les lumières scintillantes de Paris. Il se demanda depuis quand il n'avait pas pris le temps de profiter réellement de la vie, de ressentir une véritable émotion, de s'émerveiller devant la simplicité des choses. Il repensa à son enfance passée dans un petit village de Provence. Les champs de lavande, le chant des cigales, les promenades en forêt avec son grand-père. Ses souvenirs le remplissaient de nostalgie. À cette époque, il rêvait d'aventure, de découverte, pas de fortune ou de pouvoir. Philippe réalisa qu'il avait perdu de vue ce qui comptait réellement pour lui. Il avait sacrifié sa passion pour la nature et l'exploration au profit d'une course effrénée vers le succès matériel. Ce soir-là, il prit une décision radicale. Il devait changer de vie, retrouver ce lien avec la nature, avec lui-même. Le lendemain, lors d'une réunion avec ses principaux actionnaires, il annonça qu'il souhaitait se retirer temporairement des affaires. Un silence stupéfait s'installa dans la salle. « Philippe, tu ne peux pas nous abandonner comme ça !» s'exclama son associé principal, Jacques Lambert. « L'entreprise a besoin de toi, surtout en cette période cruciale. » Il avait pris sa décision. Après la réunion, il convoqua son assistant personnel, Antoine Lefebvre, un homme loyal et discret qui travaillait pour lui depuis plus de 10 ans. « Antoine, j'ai besoin de votre aide pour un projet personnel. Une île déserte, si possible. Un lieu où je pourrais me retirer, réfléchir, me reconnecter avec la nature et garder cela confidentiel. Je ne souhaite pas que les médias s'en mêlent. » Il écuma les archives, recherchant des îles inhabitées qui pourraient correspondre aux désirs de Philippe. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, Antoine tomba sur une référence obscure dans un vieux manuscrit breton. Il y était question de l'île de Lumière, une île mystérieuse située au large des côtes bretonnes, oubliée des cartes modernes et entourée de légendes locales. Intrigué, Antoine se rendit en Bretagne pour en savoir plus. Il visita le petit port de Ploumanac, un village de pêcheurs pittoresque, et interrogea les habitants. La plupart semblaient hésitants à parler de l'île. Certains prétendaient qu'elle n'existait pas, d'autres chuchotaient qu'elle était maudite. Dans une taverne locale, Antoine fit la connaissance de Pierre, un vieux marin à la peau tannée par le sel et le soleil. « L'île de Lumière, vous dites ?» murmura Pierre en fixant Antoine de ses yeux perçants. « Peu de gens osent en parler, mais je crains que personne ici n'accepte de vous y conduire. Cependant, si vous êtes vraiment déterminé, je peux vous donner les coordonnées approximatives. Une île hors des sentiers battus, inexplorée. C'est exactement ce que je cherche. » Mais grâce aux ressources financières de Philippe et à l'efficacité d'Antoine, ils parvinrent à finaliser l'achat. « Félicitations, monsieur Dubois », annonça Antoine en lui tendant les documents officiels. « Vous êtes désormais le propriétaire de l'île de Lumière. Je souhaite m'y rendre au plus vite. » La traversée fut calme au début, le bateau glissant sur les eaux calmes de l'Atlantique.
Mais à mesure qu'ils approchèrent des coordonnées fournies par Pierre, le ciel s'assombrit. Une brume épaisse enveloppa le navire, réduisant la visibilité à quelques mètres. « Capitaine, sommes-nous proches de l'île » demanda Philippe. « Selon les instruments, oui, monsieur. Mais avec cette brume, il est difficile de naviguer. » Après avoir trouvé une petite crique où accoster, l'équipage débarqua. L'air était frais, chargé des senteurs marines et végétales. Le silence régnait, seulement perturbé par le cri lointain des mouettes et le bruissement des feuilles agitées par le vent. « Nous installerons le camp ici, » ordonna Philippe. « Antoine, faites en sorte que tout soit prêt pour la nuit. » En s'enfonçant légèrement dans la forêt, il remarqua des choses inhabituelles. Des arbres aux troncs tordus, des plantes inconnues, des champignons luminescents. Il fut particulièrement intrigué par une série de pierres dressées, disposées en cercle, avec des inscriptions gravées dessus. De retour au camp, il partagea ses découvertes avec Antoine. Cette île est fascinante. Il y a des signes d'une présence ancienne, peut-être une civilisation oubliée. L'ambiance était étrange, comme si l'île elle-même les observait. Le silence était pesant, seulement rompu par les craquements du bois brûlant. « Vous avez remarqué que nous n'avons vu aucun animal depuis notre arrivée » fit remarquer un marin. « Maintenant que vous le dites, » répondit un autre. « Pas d'oiseaux, pas de traces d'animaux terrestres. » Cela renforçait son impression que cette île était spéciale. « Demain, nous en saurons plus. Reposez-vous bien. » Mais il chassa ses pensées, convaincu que la raison prévaudrait sur les superstitions. Au loin, une lueur étrange apparut brièvement dans le ciel, puis disparut. Philippe, les yeux fermés, ne la vit pas. Mais l'île semblait avoir commencé à dévoiler ses mystères. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine lorsque Philippe émergea de sa tente. L'air était frais, chargé des senteurs marines mêlées à l'arôme terreux de la forêt voisine. Le ciel, dégagé de la brume de la veille, arborait des teintes rosées et dorées. Les vagues caressaient doucement le rivage, créant une mélodie apaisante qui contrastait avec l'agitation intérieure de Philippe. Antoine était déjà debout, préparant du café sur un petit réchaud portable. « Bonjour, monsieur Dubois », salua-t-il avec un sourire. « Bien dormi ? Mais peut-être est-ce simplement le fait d'être loin de tout. Assurez-vous que le camp reste en ordre, » ordonna-t-il aux membres de l'équipage restés sur place. « Nous reviendrons avant la tombée de la nuit. » Leurs troncs étaient recouverts de mousse et de lianes, témoignant d'un écosystème riche et préservé. Au bout de quelques heures de marche, ils tombèrent sur une clairière. Au centre, un immense arbre se dressait, bien plus grand que les autres, avec un tronc si large qu'il aurait fallu plusieurs hommes pour en faire le tour. Ses branches s'étendaient comme des bras protecteurs, et une énergie particulière semblait émaner de lui. « Incroyable !» murmura Philippe émerveillé. « On dirait qu'il est là depuis des millénaires. Des motifs complexes, représentant des spirales, des figures géométriques et des formes humanoïdes. » Philippe sortit son appareil photo et prit plusieurs clichés. Ces symboles ne ressemblent à rien de connu, commenta-t-il en les touchant du bout des doigts. Peut-être que cette île a abrité une civilisation ancienne. Les plantes étaient différentes, certaines émettant une légère lueur, d'autres dégageant des parfums enivrants. Des papillons aux ailes translucides voltigeaient autour d'eux, créant un spectacle féerique. Soudain, Antoine s'arrêta net. « Vous avez entendu ça ? Peut-être le vent dans les feuilles, » suggéra Philippe, bien que lui-même n'en soit pas convaincu. Ils continuèrent en direction du son, poussés par une curiosité insatiable. Le chemin devint plus escarpé, les racines des arbres formant des obstacles naturels. Après une ascension difficile, ils débouchèrent sur un plateau rocheux offrant une vue imprenable sur l'île. Devant eux s'étendait un paysage à couper le souffle, des collines verdoyantes, des lacs scintillants, et au loin, des montagnes dont les sommets étaient enveloppés de nuages. Mais ce qui attira leur attention fut une structure massive, partiellement cachée par la végétation au pied des montagnes. « C'est un bâtiment ?» s'étonna Antoine. « On dirait un temple ou une forteresse », supposa Philippe. « Nous devons nous en approcher. » Les murs étaient ornés des mêmes symboles que ceux observés sur l'arbre géant. La porte principale, massive et sculptée, était entrebâillée. Un souffle d'air frais en émanait, comme si le bâtiment respirait. « Devons-nous entrer ?» demanda Antoine, visiblement nerveux.
Bien sûr, c'est une occasion unique de découvrir les secrets de cette île. Philippe sortit une lampe de poche de son sac, illuminant un vaste hall soutenu par des colonnes imposantes. Le sol était recouvert de mosaïques représentant des scènes de la vie quotidienne, des personnes récoltant des fruits, pêchant, célébrant des rituels. Au centre de la pièce, un autel était dressé, surmonté d'un cristal brillant d'une lumière douce. En s'approchant, Philippe ressentit une chaleur émanant de l'objet. « C'est extraordinaire », chuchota-t-il. « Jamais je n'ai vu une telle chose. Imaginez les avancées que nous pourrions faire en étudiant cet artefact. Cela pourrait révolutionner notre compréhension du monde. Nous reviendrons mieux préparés. » Le sol devint boueux, rendant leur progression difficile. Les sentiers qu'ils avaient empruntés semblaient avoir disparu, comme si la forêt elle-même changeait de configuration. « Ce n'est pas normal », observa Philippe, essuyant l'eau de son visage. « Nous devrions être proches du camp, mais je ne reconnais pas cet endroit. L'aiguille tourne dans tous les sens. » Philippe tenta de garder son calme. « Restons ensemble. Nous finirons bien par retrouver notre chemin. »« Que s'est-il passé ici ?» s'exclama Philippe. Aucun membre de l'équipage n'était en vue. Leurs affaires personnelles étaient restées sur place, mais aucune trace de lutte n'était visible. Peut-être ont-ils cherché à nous retrouver et se sont perdus, supposa Antoine. Ou peut-être que quelque chose les a emportés, répliqua Philippe, le visage sombre. Ils décidèrent de passer la nuit au camp, espérant que les autres reviendraient. Mais le sommeil ne vint pas. Philippe, assis près du feu qu'ils avaient réussi à rallumer, réfléchissait aux événements de la journée. « Il se passe des choses inexplicables sur cette île, dit-il à Antoine. Mais je suis déterminé à découvrir la vérité. Monsieur Dubois, peut-être devrions-nous quitter l'île. C'est trop dangereux. » Philippe et Antoine, épuisés mais résolus, entreprirent de chercher des indices sur la disparition de l'équipage. En inspectant le camp, ils trouvèrent des empreintes de pas qui semblaient mener vers la plage. Suivant cette piste, ils arrivèrent au rivage où le Sérénité était ancré. À leur grande surprise, le yacht avait disparu. « Comment est-ce possible ?» s'écria Antoine. « Le navire ne peut pas simplement s'évaporer. Notre priorité est de retrouver les autres et de comprendre ce qui se passe. » Une silhouette émergea lentement de la végétation. C'était une femme, aux longs cheveux noirs et aux yeux verts perçants. Elle portait une robe simple faite de tissu naturel, et un pendentif en forme de lune ornait son cou. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Je m'appelle Héloïse. Comment êtes-vous arrivée ici ?» questionna Antoine méfiant. « Nous pensions être les seuls sur cette île. Ils ont disparu, mais pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur vos amis. »« Je pensais qu'il n'y avait pas d'animaux sur cette île, » commenta Antoine. « Ils se montrent seulement à ceux en qui ils ont confiance. » expliqua Héloïse. Philippe observait attentivement la jeune femme. Il y avait quelque chose de mystique en elle, une aura apaisante. « Héloïse, pouvez-vous nous en dire plus sur cette île ? Nous avons découvert des structures anciennes, des symboles étranges. Il y a eu un événement, un déséquilibre provoqué par la soif de pouvoir et de connaissances interdites. Ils ont disparu, laissant derrière eux leurs traces pour ceux qui viendraient après. Mais ce n'est pas le moment pour ces discussions. Regardez, des traces de pas !» Accélérant le pas, ils pénétrèrent plus profondément dans la grotte. Ils trouvèrent finalement les membres de l'équipage, assis autour d'un feu improvisé. « Monsieur Dubois, Antoine !» s'écrièrent-ils en les voyant. « Nous sommes tellement soulagés de vous voir. Elle nous a dit de la suivre pour nous montrer quelque chose d'important. Puis elle a disparu et nous nous sommes perdus. Il y a d'autres forces à l'œuvre sur cette île. » Les visages se décomposèrent. « Comment allons-nous partir d'ici ?» s'inquiéta un autre. « Nous trouverons une solution, » assura Philippe. « En attendant, restons unis. »« Je sens que vous en savez plus que vous ne le dites. Qui êtes-vous vraiment, Héloïse ? » « Ma mission est de protéger son équilibre et d'empêcher les erreurs du passé de se reproduire. »« Et pensez-vous que nous sommes une menace ? Si vous êtes la gardienne, pouvez-vous nous aider à quitter l'île ?» Cette fois, il emmena avec lui Héloïse, espérant qu'elle pourrait éclairer certains mystères. Antoine, réticent, préféra rester au camp pour veiller sur l'équipage. En chemin, Philippe interrogea Héloïse sur les symboles et les structures qu'ils avaient observés.
Ces constructions sont l'œuvre des anciens habitants de l'île, expliqua-t-elle. Ils avaient des connaissances avancées en matière d'astronomie, de médecine et de spiritualité. Ils ont cherché à ouvrir des portails vers d'autres dimensions, pensant y trouver des sources infinies de savoir et de puissance. Le cristal au centre brillait avec une intensité accrue. « Ne touchez à rien », avertit Héloïse. « Ce lieu est chargé d'énergie. Il sent votre curiosité. Si je peux découvrir ce qui est arrivé aux anciens habitants, je pourrais peut-être éviter que cela ne se reproduise. » Au bout du couloir, ils arrivèrent dans une vaste salle circulaire. Au centre, un dispositif complexe ressemblant à une machine ancienne était installé. Des engrenages, des cristaux et des leviers composaient l'appareil. « C'est ici qu'ils ont tenté d'ouvrir le portail », murmura Héloïse. Philippe s'approcha de la machine, fasciné. « C'est incroyable. Si nous pouvions comprendre comment cela fonctionne, ce serait une avancée scientifique majeure. Ne répète pas les erreurs du passé. Mais promets-moi de ne pas activer la machine. » Lorsqu'ils ont ouvert le portail, une onde de choc a traversé l'île, les emprisonnant entre deux dimensions. « Tu comprends maintenant pourquoi il est dangereux de jouer avec ses forces ?» insista Héloïse. « Je comprends les risques, mais je pense que nous avons le devoir d'essayer de réparer ce qui a été brisé. »« Je t'aiderai. C'est du suicide. Tu ne peux pas tout sacrifier pour une quête insensée. Je ferai tout mon possible pour qu'ils reviennent sains et saufs. » Plus que jamais, le portail s'ouvrit, révélant un vortex tourbillonnant de couleurs et d'énergie. Des silhouettes éthérées apparurent, les visages des anciens habitants reflétant à la fois l'espoir et la souffrance. « Maintenant !» cria Héloïse. « Donne ton énergie pour refermer la faille. » Il concentra toute sa volonté, offrant une partie de sa force vitale au portail. La douleur était immense, mais il tenait bon. Peu à peu, le vortex se rétrécit, les silhouettes disparaissant dans un sourire de gratitude. Finalement, le portail se referma, laissant la salle plongée dans le silence. Philippe s'effondra, épuisé. « Philippe !» s'écria Héloïse en se précipitant vers lui. Ses yeux étaient clos, sa respiration faible. « Tu as été courageux !» murmura-t-elle en posant une main sur son front. « Repose-toi maintenant. Les âmes sont libérées et l'équilibre est rétabli. Grâce à toi, l'île peut enfin guérir. » Elle a retrouvé sa tranquillité, ajouta Héloïse. « Viendrez-vous avec nous ?» demanda Philippe à la jeune femme. Elle sourit. « Mon devoir est ici, mais nous nous reverrons peut-être un jour. » Alors que le yacht s'éloignait de l'île de Lumière, Philippe contempla une dernière fois ce lieu qui avait changé sa vie. Il savait que son existence ne serait plus jamais la même, et il était prêt à embrasser ce nouveau chapitre avec humilité et sagesse. Le Sérénité glissait doucement sur les eaux calmes de l'Atlantique, s'éloignant progressivement de l'île de Lumière. À bord, l'équipage était partagé entre le soulagement de quitter cet endroit mystérieux et l'émerveillement suscité par les événements extraordinaires qu'ils avaient vécus. Philippe, assis sur le pont supérieur, contemplait l'horizon perdu dans ses pensées. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à Héloïse, cette femme énigmatique qui avait joué un rôle crucial dans leur aventure. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, un sentiment d'inachevé envahit Philippe. Malgré tout ce qu'il avait découvert, une part de lui ressentait le besoin de retourner sur l'île, de comprendre davantage, de retrouver Héloïse. Cette connexion qu'il avait ressentie avec elle était profonde, presque inexplicable. « Je vais faire un tour », annonça-t-il à Antoine qui l'observait depuis la cabine. « Vous devriez vous reposer, monsieur Dubois. Vous avez traversé des épreuves éprouvantes, » conseilla Antoine avec sollicitude. « Je sais, mais j'ai besoin de réfléchir. » Sur l'île, désormais lointaine, une lumière pulsait comme un signal. Intrigué, il saisit une paire de jumelles pour mieux voir. La lumière provenait du sommet d'une colline, formant des motifs complexes qui semblaient suivre un certain rythme. Était-ce un message? Une tentative de communication? « Antoine !» appela-t-il brusquement. Son assistant le rejoignit rapidement. « Que se passe-t-il? Quelque chose d'important se passe et je ne peux pas l'ignorer. Les courants sont traîtres et les récifs nombreux. » À mesure qu'ils approchaient, la lumière mystérieuse devenait plus intense, comme si elle les guidait. Une fois à proximité, Philippe décida de descendre à terre avec une petite embarcation. « Je viendrai avec vous », déclara Antoine, déterminé à ne pas laisser son patron seul. « Merci, Antoine. Votre soutien m'est précieux. Les arbres,
immobiles comme des gardiens silencieux, semblaient les observer. Le chant nocturne des insectes créait une atmosphère presque surnaturelle. Au bout d'une heure de marche, ils arrivèrent à une clairière où se dressait un cercle de pierres dressées, semblables à des menhirs. Au centre, Héloïse les attendait, enveloppée dans une cape blanche qui reflétait la lueur lunaire. « Je savais que tu reviendrais », dit-elle en souriant légèrement. « Héloïse, que se passe-t-il ? Pourquoi nous as-tu appelés ?» demanda Philippe, le cœur battant. « Il y a encore des choses que tu dois comprendre, des vérités cachées qui concernent non seulement cette île, mais aussi ton propre destin. » Qu'entendez-vous par là ? Mais parmi eux, certains désiraient plus de pouvoir, plus de contrôle. Ils ont tenté de manipuler les énergies pour leurs propres intérêts, perturbant l'équilibre sacré. La plupart des habitants ont été piégés dans des limbes, incapables de revenir ou de passer de l'autre côté. Un étranger venu d'au-delà des mers viendrait rétablir l'équilibre, guidé par sa quête de vérité et son cœur pur. Mais il reste une dernière étape. C'est de la folie. Nous ne pouvons pas nous lancer dans une telle aventure sans garantie de réussite. Je sais que tout cela semble irréel, mais je ressens au fond de moi que c'est ce que je dois faire. Suivez-moi. Nous devons passer par là, s'inquiéta Antoine. Il n'y a pas d'autre chemin, confirma Héloïse. Philippe s'avança prudemment sur le pont, vérifiant chaque pierre avant de poser le pied. Les pierres glissantes et instables rendèrent la traversée périlleuse. À mi-chemin, un grondement se fit entendre, et une partie du pont s'effondra derrière eux. « Hâtez-vous » cria Héloïse. Ils accélérèrent le pas, parvenant de justesse de l'autre côté avant que le pont ne s'effondre complètement. « Ça commence bien » marmonna Antoine, essoufflé. Plus loin, ils pénétrèrent dans une grotte dont les parois étaient recouvertes de cristaux luminescents. Une chaleur douce émanait de l'intérieur, mais une présence oppressante se faisait sentir. « Qu'est-ce que c'est » demanda Philippe en observant les ombres mouvantes sur les murs. « Les gardiens des ombres » expliqua Héloïse. « Ils protègent le sanctuaire des intrus. Pour passer, vous devez affronter vos peurs les plus profondes. » Pour Antoine, c'était le souvenir de l'accident qui avait coûté la vie à son frère cadet. Pour Philippe, c'était l'image de lui-même, seul et vieillissant, entouré de richesses matérielles mais vide à l'intérieur. « Ce n'est pas réel », murmura Philippe, fermant les yeux. « Je ne suis pas défini par mes peurs. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Il faut que tu te pardonnes. C'est le sanctuaire de lumière », annonça Héloïse. En s'approchant, ils ressentirent une énergie puissante, presque écrasante. À l'intérieur, le sceau de lumière reposait sur un piédestal, irradiant une lumière pure. « Philippe, seul toi peux activer le sceau, » dit Héloïse. « Mais sache que cela demandera un ultime sacrifice. Tu devras renoncer à ce qui t'est le plus cher. » En le touchant, une vague d'énergie le traversa. Des images de sa vie défilèrent devant ses yeux. Son enfance heureuse, ses succès professionnels, ses moments de solitude, sa rencontre avec Héloïse. « Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier » murmura une voix intérieure. « Mon ambition démesurée » répondit-il. « Mon désir de contrôle et de pouvoir. Je choisis de vivre une vie guidée par le sens, la connexion et l'amour. Tout va bien. J'ai compris ce qui est vraiment important. » Merci. La malédiction est levée, l'équilibre est rétabli. Mais avant cela, j'aimerais en savoir plus sur l'histoire de cette île. C'est ici que les anciens se rassemblaient pour partager leurs connaissances, raconter des histoires et célébrer la vie, expliqua-t-elle. Ils s'assirent côte à côte, et Héloïse commença à narrer les légendes de l'île. Il y a des millénaires, l'île était un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Les habitants étaient des gardiens, chargés de maintenir l'harmonie entre les deux. Ils pouvaient communiquer avec les esprits de la nature, comprendre le langage des étoiles et maîtriser des énergies subtiles. Leur sagesse venait de leur humilité et de leur ouverture d'esprit, en quelque sorte. Mais contrairement à toi, il n'a pas su écouter les avertissements. Sa soif de pouvoir a conduit à la catastrophe. Le soleil commençait à se coucher, projetant des lueurs dorées sur les arbres. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il. « L'île va retrouver sa sérénité, les esprits pourront reposer en paix, et la nature reprendra ses droits. »« Où iras-tu » Les marins semblaient impatients de rentrer chez eux, de retrouver leurs familles et de partager leurs aventures.
Antoine s'approcha de Philippe. « Es-tu prêt à revenir à la civilisation? Il était temps que tu ralentisses un peu. » Les marins s'émerveillèrent devant ce spectacle, y voyant un signe de bon augure. Sur le pont, Philippe et Antoine discutèrent de leurs projets futurs. « Que comptes-tu faire en rentrant ?» demanda Antoine. « Je vais prendre du recul par rapport à l'entreprise. J'ai besoin de redéfinir mes priorités. Je veux me consacrer à des projets qui ont du sens. Peut-être créer une fondation pour protéger des lieux comme l'île de Lumière, mais peut-être avec moins de stress et plus d'aventures positives. » Mais il choisit de rester discret, refusant poliment toutes les demandes. Installé dans son appartement, il prit le temps de réfléchir à tout ce qu'il avait vécu. Les bruits de la ville semblaient plus assourdissants qu'avant, les lumières artificielles agressives. Il réalisa à quel point il s'était déconnecté de la nature et de lui-même. Un soir, alors qu'il feuilletait les photos prises sur l'île, son téléphone sonna. C'était Héloïse. « Comment as-tu eu mon numéro ?» s'étonna-t-il. « Les moyens de communication sont nombreux, » répondit-elle énigmatiquement. « Je voulais savoir comment tu allais, ou peut-être que tu trouveras un moyen d'apporter un peu de la sagesse de l'île dans ta vie quotidienne. » À demain, alors. Héloïse semblait émerveillée par la ville, même si elle notait avec tristesse le manque de verdure et la frénésie ambiante. « Je vois que tu as retrouvé ton monde, » observa-t-elle. « Je ne suis pas sûr que ce soit encore mon monde, » admit-il. « J'envisage de vendre mes parts de l'entreprise. Tu m'as ouvert les yeux sur tant de choses. Je ressens quelque chose de fort pour toi. Je suis entre deux mondes. » Ensemble, ils travaillèrent sur la création de la Fondation de Lumière, dédiée à la protection des sites naturels sacrés et à la promotion de la sagesse ancestrale. Leur projet attira rapidement l'attention et de nombreuses personnalités exprimèrent leur soutien. Cependant, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Des pannes d'électricité inexpliquées, des rêves intenses où Philippe revivait des moments de l'île, des sensations de déjà-vu. Un soir, alors qu'il dînait chez lui, la lumière vacilla avant de s'éteindre complètement. « Encore une panne ?» soupira-t-il. « Ce n'est pas une simple panne, » murmura Héloïse, visiblement préoccupée. « Que se passe-t-il ? Il faut accomplir le rituel de clôture, sans quoi les perturbations pourraient s'amplifier. Je ne vous laisserai pas y aller seul. » En chemin, ils rencontrèrent des obstacles inattendus, des tempêtes soudaines, des chemins qui se fermaient, des illusions troublantes. Mais leur détermination les fit avancer. Arrivés au sanctuaire, ils découvrirent que le sceau de lumière était brisé. « Comment est-ce possible ?» s'exclama Philippe. « Quelqu'un ou quelque chose l'a détruit, » répondit Héloïse, alarmée. « Mais qui ? Et je compte bien achever ce qu'il a commencé. » Le sol trembla et des fissures apparurent autour d'eux. « Il faut l'arrêter !» cria Héloïse. Philippe, sans hésiter, se précipita vers Léonard pour tenter de le désarmer. Une lutte s'engagea, mais l'homme semblait doté d'une force surhumaine. Antoine rejoignit la mêlée, aidant Philippe. Ensemble, ils parvinrent à lui arracher l'amulette, qui tomba au sol en se brisant. Instantanément, les tremblements cessèrent, et une lumière intense émana du sol, enveloppant Léonard. « Non !» hurla-t-il avant de disparaître. Le calme revint, et le sceau de lumière se reconstitua, brillant avec éclat. « Vous avez sauvé l'île une fois de plus, » dit Héloïse avec gratitude. Philippe, essoufflé, sourit faiblement. Il semblerait que le destin nous ait choisis pour cette mission. Philippe réalisa que sa vie serait désormais étroitement liée à ce lieu magique. De retour à Paris, ils continuèrent leur travail avec la Fondation, tout en gardant secrète l'existence de l'île de Lumière pour la préserver des convoitises. Les phénomènes inexpliqués cessèrent, et une nouvelle harmonie s'installa dans leur vie. Un soir, sur le balcon de leur appartement, Philippe prit la main d'Héloïse. « Je crois que nous avons trouvé notre place dans ce monde. » De retour à Paris, la vie de Philippe avait radicalement changé. Il avait vendu une grande partie de ses parts dans TechVision, nommant une équipe de direction compétente pour gérer l'entreprise. Son appartement luxueux avait été troqué contre une demeure plus modeste mais chaleureuse, située dans un quartier paisible de la capitale. Il avait également investi une partie de sa fortune dans la Fondation de Lumière, qu'il avait créée avec Héloïse, dédiée à la protection des sites naturels et culturels menacés. Cependant, malgré cette nouvelle orientation de vie, Philippe ne pouvait s'empêcher de repenser constamment à l'île de Lumière. Les souvenirs des aventures vécues là-bas, les mystères encore non résolus,
Et surtout la présence envoûtante d'Héloïse le hantait. Un soir, alors qu'il classait de vieux documents, il tomba sur une carte ancienne qu'il avait récupérée lors de sa première visite sur l'île. La carte était couverte de symboles étranges et de notes dans une langue inconnue. Intrigué, il décida de se plonger dans l'étude de ce document. Il contacta plusieurs experts en langues anciennes et en cryptographie, mais aucun ne parvint à déchiffrer les inscriptions. Déterminé, Philippe se tourna vers les archives nationales, espérant y trouver des indices. Au cours de ses recherches, il découvrit l'existence d'un certain Lucien de Montfort, un explorateur et érudit du XVIIIe siècle qui avait consacré sa vie à l'étude des civilisations oubliées. Lucien avait disparu mystérieusement après avoir entrepris un voyage vers une île non répertoriée, dont la description correspondait étrangement à l'île de Lumière. Philippe, sentant qu'il était sur une piste prometteuse, se rendit à la bibliothèque personnelle de la famille de Montfort, située dans un ancien manoir à la campagne. Il prit contact avec les descendants de Lucien, qui, intrigués par sa quête, acceptèrent de le recevoir. À son arrivée, il fut accueilli par Hélène de Montfort, une femme élégante d'une 60aine d'années, passionnée par l'histoire de sa famille. « Monsieur Dubois, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai entendu parler de vos travaux avec la Fondation de Lumière. Votre intérêt pour les recherches de mon ancêtre est tout à fait fascinant. Vous y trouverez tous les écrits qu'il a laissés. Il était convaincu de l'existence de civilisations avancées ayant précédé les nôtres. Ses pairs le prenaient pour un fou, mais il n'a jamais abandonné sa quête. « Puis-je le consulter ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Peu de personnes ont eu accès à ces écrits. Peut-être y trouverez-vous des réponses. » Les pages étaient remplies de descriptions détaillées de ses voyages, de rencontres avec des tribus isolées et de théories sur les énergies invisibles qui parcourent la Terre. Au fil de sa lecture, il découvrit que Lucien avait effectivement atteint l'île de Lumière. Ses notes décrivaient avec précision les structures anciennes, les symboles mystérieux et surtout, une machine étrange capable d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. « Cette machine, » murmura Philippe, « c'est celle que j'ai vue dans le temple. » Il parlait de voix qu'il entendait, de visions d'autres mondes, et de la nécessité de protéger l'île des forces malveillantes qui cherchaient à s'en emparer. « Il mentionne un danger imminent, » remarqua Philippe. « Mais il ne précise pas lequel, mais vous semblez croire en ses écrits. » À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent, incrusté d'une pierre bleue lumineuse. Lucien portait toujours ce médaillon. Il disait qu'il le protégeait des mauvaises influences. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Mais il a disparu sans laisser de traces. Mais nous devrons être extrêmement prudents. « Votre histoire est fascinante, monsieur Dubois, » déclara le professeur lors de leur première réunion. « Si ce que vous dites est vrai, cela pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers. » Les enjeux sont trop importants. Les scientifiques furent émerveillés par la complexité de l'appareil, mélange de technologies primitives et de mécanismes avancés. « Incroyable !» s'exclama le professeur Renard. « Ces engrenages semblent être conçus pour manipuler l'espace-temps. Elle ne doit pas être utilisée à la légère. » Le médaillon agit comme un régulateur d'énergie, expliqua Julie. Sans lui, la machine pourrait devenir instable. La détermination était palpable. Très bien, alors préparons-nous. Tout est stable pour le moment. Lucien, si tu m'entends, nous sommes là pour t'aider. Vous avez trouvé mon journal ? Il faut faire vite, déclara Julie. Nous ne pourrons pas maintenir l'ouverture plus longtemps. Le médaillon seul ne suffit pas. Si nous utilisons l'énergie combinée du groupe, peut-être que nous pourrons stabiliser le vortex. Ça fonctionne, s'émerveilla Julie. Lucien avança à nouveau. Cette fois-ci, il parvint à saisir la main de Philippe. Une décharge électrique parcourut le cercle, mais il tint rebond. En un instant, Lucien fut projeté hors du vortex, tombant au sol. « Il est là !» s'exclama Antoine, stupéfait. Le portail se referma brusquement, et la machine s'éteignit. « Nous avons réussi !» murmura Héloïse, soulagée. Lucien, encore sous le choc, se releva avec l'aide de Philippe. « Merci. Je ne pensais pas revoir le monde réel un jour. » Après avoir repris leurs esprits, ils quittèrent le temple pour installer Lucien dans un lieu plus confortable. Il était affaibli par ses années d'isolement dimensionnel, mais sa volonté restait intacte. Installés autour d'un feu de camp, ils l'interrogèrent sur ses expériences. « Qu'avez-vous vécu là-bas ?
demanda le professeur Renard. Le temps n'existe pas de la même manière, expliqua Lucien. C'est un espace entre les réalités, peuplé d'échos du passé et de projections possibles du futur. Sans l'intervention de quelqu'un de l'extérieur, je ne pouvais pas retrouver mon chemin. Chaque action a ses conséquences. En me ramenant, vous avez peut-être ouvert la voie à d'autres entités moins bienveillantes. Quelqu'un ou quelque chose tente de réactiver la machine. Des ombres mouvantes glissaient sur les murs et une énergie négative saturait l'air. Je sens leur présence, chuchota Héloïse. Les entités de l'ombre. Nous devons sceller définitivement la machine. C'est le seul moyen de les arrêter. Il faut simplement canaliser notre énergie pour refermer la brèche. Les ombres autour d'eux commencèrent à reculer, hurlant de rage. « Ça fonctionne !» s'exclama le professeur. Mais soudain, une force invisible les repoussa, brisant le cercle. Les ombres s'intensifièrent, menaçant de les engloutir. « Nous n'y arriverons pas seuls », réalisa Lucien. À ce moment, Hélène de Montfort apparut à l'entrée du temple, accompagnée de plusieurs membres de sa famille. « Nous sommes venus dès que nous avons reçu votre message, Philippe. » Les chants anciens résonnèrent, créant une harmonie parfaite. Les ombres furent aspirées vers le vortex qui se referma progressivement. La machine commença à se désintégrer, libérant une dernière onde lumineuse qui balaya le temple. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, tout était calme. Le temple était vide, dépourvu de toute trace de la machine. « Nous avons réussi », murmura Héloïse, épuisée mais soulagée. Lucien sourit faiblement. Le danger est écarté. Pour le moment, les arbres étaient plus verts, l'air plus pur, et une sensation de paix régnait. « Je crois que l'île nous remercie », observa Antoine. Philippe se tourna vers Héloïse. « Qu'adviendra-t-il maintenant ? Notre famille veillera sur l'île, comme l'ont fait nos ancêtres. » Grâce au récit de Philippe, sans révéler les secrets les plus sensibles, l'intérêt pour la préservation des sites sacrés et la protection de l'environnement grandit considérablement. Les membres de l'expédition restèrent en contact étroit, continuant leurs recherches sur les énergies invisibles et les dimensions parallèles, tout en respectant un strict code d'éthique. Philippe et Héloïse, plus proches que jamais, décidèrent de s'installer ensemble, partageant leur vie entre Paris et l'île de Lumière. Un soir, alors qu'ils contemplèrent le coucher de soleil depuis la terrasse de leur maison, Philippe prit la main d'Héloïse. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais je sens que ce n'est que le début. Le monde est vaste et il reste tant à découvrir. » Après avoir scellé le portail et restauré l'équilibre sur l'île de Lumière, Philippe, Héloïse, Lucien et leurs alliés retournèrent en France. Le retour à la vie quotidienne fut un défi pour tous, mais surtout pour Lucien, qui avait passé plus de 2 siècles coincé entre les dimensions. Le monde qu'il retrouvait était méconnaissable. Les avancées technologiques, les changements sociétaux, la disparition de certaines valeurs qui lui étaient chères. Installé dans la demeure familiale des Montfort, Lucien tenta de s'adapter à cette nouvelle époque. Hélène, sa descendante, fit preuve d'une patience et d'une bienveillance infinie pour l'aider dans cette transition. Elle lui montrait les merveilles du monde moderne, les avions, les ordinateurs, les villes éclairées la nuit. Mais chaque découverte semblait rappeler à Lucien tout ce qu'il avait perdu. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Lucien confia ses tourments à Hélène. « Je me sens comme un étranger dans mon propre pays. Tout est si différent. Les gens sont pressés, connectés en permanence, mais ils semblent plus isolés que jamais. Tu peux aider les gens à renouer avec l'essentiel. » Un jour, Philippe reçut un appel de son ancien associé, Jacques Lambert. « Philippe, je viens de lire un article sur ta fondation. C'est impressionnant ce que tu fais. » Il connaissait Jacques depuis longtemps et savait que son intérêt était souvent motivé par le profit plutôt que par une réelle conviction. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Jacques. Notre fondation n'est pas orientée vers le profit. Imagine l'impact que nous pourrions avoir. » Il y a quelque chose dans son regard qui me met mal à l'aise. Il tomba sur une correspondance ancienne entre un certain Adrien Lambert, ancêtre de Jacques, et des membres de sociétés secrètes cherchant à exploiter les énergies de l'île de Lumière pour des fins obscures. Inquiet, Lucien se précipita pour en informer Philippe et Héloïse. « Je crains que Jacques ne soit pas celui qu'il prétend être. Son famille a une histoire liée aux tentatives de contrôle des forces de l'île. L'île est vulnérable sans la protection de la machine. Et je sais que tu as découvert des choses extraordinaires là-bas. Je veux simplement t'aider à en tirer le meilleur parti. Avec les bonnes ressources, nous pourrions révolutionner l'énergie, la science.
Tu ne pourras pas cacher l'île indéfiniment. Ils décidèrent de créer une zone protégée autour de l'île, en collaboration avec les autorités internationales, pour interdire tout accès non autorisé. Cependant, Jacques n'abandonna pas si facilement. Utilisant ses contacts et son influence, il lança une campagne médiatique pour discréditer la Fondation de Lumière, l'accusant de dissimuler des découvertes scientifiques majeures au détriment de l'humanité. Les médias s'emparèrent de l'affaire, et Philippe se retrouva sous le feu des projecteurs. Des manifestations furent organisées devant le siège de la Fondation, réclamant la transparence et l'accès aux ressources cachées. « Nous devons réagir », déclara Héloïse. « Si nous restons silencieux, ils continueront de nous accuser. Notre fondation a toujours œuvré pour la protection de sites naturels et culturels. Nous ne dissimulons rien. Notre priorité est de préserver l'équilibre fragile de certains lieux sacrés, pour le bien de tous. » Lucien proposa une solution radicale. Peut-être est-il temps de révéler une partie de la vérité. Pas tout, bien sûr, mais suffisamment pour regagner la confiance du public, en montrant les merveilles naturelles de l'île, sans mentionner les aspects surnaturels. L'opinion publique commença à changer, voyant en la Fondation un acteur essentiel de la préservation environnementale. Furieux de voir son plan échouer, Jacques décida de passer à l'action. Il engagea des mercenaires pour infiltrer l'île et en extraire des échantillons, espérant prouver l'existence de ressources exploitables. Informés de cette menace, Philippe, Héloïse et Lucien retournèrent en urgence sur l'île pour la défendre. À leur arrivée sur l'île de Lumière, Philippe et ses compagnons sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère était lourde, les animaux habituellement présents semblaient avoir disparu, et une tension palpable régnait. « Je sens une perturbation dans les énergies de l'île », murmura Héloïse, les yeux fermés, tentant de se connecter aux forces environnantes. Lucien observa les environs avec inquiétude. Ils ont déjà commencé à agir. Nous devons les trouver avant qu'il ne soit trop tard. Des hommes armés s'affairaient autour d'équipements sophistiqués, prélevant des échantillons de sol, d'eau et de roches. Au centre du camp, un homme donnait des ordres d'une voix autoritaire. Philippe reconnut immédiatement Jacques. « Il est allé trop loin », s'indigna Philippe. « Il faut l'arrêter. Ils sont armés et dangereux. » Les anciens habitants avaient mis en place des mécanismes pour repousser les intrus, en harmonie avec les forces de la nature. C'est le seul moyen. Philippe, bien que ne comprenant pas tous les aspects de ce rituel, ressentit l'intensité des énergies se déployant autour d'eux. Le vent se leva, les arbres se mirent à bruisser, et une aura lumineuse enveloppa le sanctuaire. Pendant ce temps, au camp de Jacques, les mercenaires commencèrent à ressentir les effets de cette activation. Les appareils électroniques dysfonctionnaient, des sons étranges résonnèrent dans la forêt, et une peur irrationnelle s'empara d'eux. « Chef, il se passe quelque chose d'anormal », rapporta l'un des hommes à Jacques. « Nous devrions peut-être nous replier. » Soudain, une brume épaisse envahit le camp, rendant la visibilité quasi nulle. Des ombres mouvantes semblaient en se rapprocher, et des chuchotements incompréhensibles résonnaient. Paniqués, les mercenaires prirent la fuite, abandonnant leur matériel sur place. Jacques, seul, tenta de résister, mais une force invisible le poussa à terre. Au sanctuaire, Lucien sentit une résistance. Quelqu'un s'oppose aux défenses de l'île. Il faut intensifier le rituel. Jacques, submergé par cette puissance, perdit connaissance. Lorsque tout redevint calme, Philippe s'effondra, épuisé. Héloïse se précipita vers lui. « Philippe, est-ce que ça va ?» L'énergie vitale de Philippe avait été grandement affectée. Il était affaibli, et sa connexion avec l'île semblait avoir été altérée. « Tu as pris trop de risques ?» lui reprocha doucement Héloïse. « C'était nécessaire. Je ne pouvais pas laisser Jacques détruire tout ce que nous avons construit. » Pendant ce temps, Jacques fut retrouvé par les autorités locales, errant sans but sur une plage, amnésique. Il ne se souvenait plus de rien, ni de l'île, ni de ses intentions malveillantes. La Fondation de Lumière apprit la nouvelle, et bien que soulagé que la menace soit écartée, une inquiétude persistait. « Si Jacques a pu découvrir l'île, d'autres pourraient le faire également », souligna Hélène. « Nous devons renforcer la protection, pas seulement physiquement, mais aussi au niveau des informations », proposa Lucien. « Faire en sorte que l'île disparaisse des cartes et des radars. » Ne devrions-nous pas partager ces merveilles avec le monde ?
tout en le protégeant, permettre à certaines personnes triées sur le volet de découvrir l'île, pour qu'elles comprennent l'importance de préserver de tels sanctuaires. Les mois qui suivirent furent dédiés à la mise en place de ce programme. Philippe, bien que toujours convalescent, retrouva peu à peu ses forces grâce aux soins d'Héloïse et de Lucien, ainsi qu'à la quiétude de la nature environnante. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins de la demeure des Montfort, il croisa Jacques, accompagné d'un aide-soignant. Ce dernier, ayant perdu la mémoire, avait été confié à une institution spécialisée proche. « Jacques » tenta Philippe. L'homme le regarda avec un sourire innocent. « Bonjour. Vous me connaissez ?» Malgré tout ce qui s'était passé, il ne pouvait s'empêcher de voir en Jacques un homme perdu, victime de ses propres ambitions. De retour à la maison, il confia ses sentiments à Héloïse. « Je pense que Jacques mérite une seconde chance. Peut-être qu'en l'aidant à retrouver ses souvenirs, il pourra se racheter. » Ils proposèrent donc à l'institution de prendre en charge Jacques pendant un temps, sous surveillance. Au fil des semaines, Jacques montra des signes d'amélioration. Il s'intéressa aux activités de la Fondation, posant des questions sur la protection de l'environnement et les projets en cours. Un après-midi, alors qu'ils discutaient dans le salon, Jacques demanda « Pourquoi faites-vous tout cela, consacrer autant de temps et de ressources à protéger des lieux éloignés ? J'ai l'impression que, autrefois, je ne comprenais pas cela, que j'étais obsédé par autre chose. » Les premiers visiteurs, émerveillés par la beauté et la sérénité du lieu, devinrent des ambassadeurs de la cause environnementale, partageant leur expérience et encourageant les actions de préservation. Lucien, quant à lui, trouva sa place dans ce monde moderne en devenant un mentor pour les jeunes chercheurs. Son savoir ancestral, combiné à une ouverture d'esprit, faisait de lui un enseignant apprécié et respecté. Un soir, lors d'une réunion de la Fondation, Hélène prit la parole. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre dévouement. Nous avons parcouru un long chemin, et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. » Lucien, les yeux brillants, s'approcha pour les embrasser. « C'est une merveilleuse nouvelle. » Jacques, présent parmi les convives, sembla profondément touché par la cérémonie. À la fin de la soirée, il s'approcha de Philippe et Héloïse. « Je tenais à vous remercier. Pour tout, vous m'avez offert une nouvelle perspective sur la vie. J'ai décidé de m'engager pleinement dans les actions de la Fondation. Si vous m'acceptez, bien sûr. » La Fondation de Lumière devint une référence mondiale en matière de protection environnementale et de promotion de la spiritualité en lien avec la nature. Philippe et Héloïse, désormais parents d'une petite fille nommée Lucie en hommage à Lucien, partagèrent leur temps entre la France et l'île de Lumière, transmettant à leur enfant les valeurs qui leur étaient chères. Un jour, alors qu'ils se promenaient en famille sur la plage de l'île, Lucien les rejoignit. « Regardez ce que j'ai trouvé », dit-il en leur montrant une pierre gravée d'un symbole ancien. « C'est le signe de l'équilibre », expliqua-t-il. « Il représente l'harmonie entre les mondes, entre le passé et le présent, entre l'homme et la nature. Mais il s'avère désormais que, unis, ils pourraient surmonter toutes les épreuves. La rédemption de Jacques, le rôle essentiel de Lucien, l'amour profond entre Philippe et Héloïse, tout cela témoignait de la capacité de l'humanité à évoluer, à apprendre de ses erreurs et à préserver ce qui est véritablement précieux. Ainsi, l'île de Lumière continuait de rayonner, non seulement comme un lieu géographique, mais aussi comme un symbole d'espoir et de renouveau pour tous ceux qui croyaient en un monde meilleur. Le soleil se levait à l'horizon, baignant l'île de Lumière d'une lueur dorée. Philippe, Héloïse et leur fille Lucie marchaient lentement le long de la plage, les pieds nus caressant le sable tiède. Les vagues venaient lécher le rivage avec douceur, apportant avec elles le murmure apaisant de la mer. C'était un matin paisible, semblable à tant d'autres qu'ils avaient vécus ici, mais celui-ci avait une saveur particulière. La Fondation de Lumière, après des années de travail acharné, avait atteint une envergure mondiale. Des projets de préservation de l'environnement étaient menés sur tous les continents, inspirés par les principes appris sur l'île. Des communautés indigènes avaient retrouvé une voix grâce à leurs efforts, et les traditions ancestrales étaient honorées et protégées. Cependant, Philippe sentait en lui un appel nouveau. Malgré les succès et les accomplissements, une partie de lui aspirait à autre chose. Il se tourna vers Héloïse, dont le visage reflétait la sérénité du paysage. « Héloïse, as-tu déjà songé à ce que nous pourrions faire d'autre ?
Quel est le prochain chapitre de notre vie? Il est naturel de se demander quelle sera la prochaine étape. La vie est un voyage, et chaque fin est un nouveau commencement. Les terres des Andes sont riches en histoire et en secrets, mais elles sont aussi confrontées à de nombreux défis. Hélène de Montfort, Jacques, désormais pleinement intégré et dévoué à la cause, Antoine, fidèle ami et allié de toujours, et tant d'autres étaient présents. Hélène prit la parole. Philippe, Héloïse, vous avez été les piliers de cette fondation. Votre vision et votre dévouement ont inspiré tant de personnes. Nous sommes tristes de vous voir partir, mais nous comprenons que votre chemin vous mène ailleurs. Sachez que vous aurez toujours une place ici. Ils savaient tous que ce n'était pas une fin, mais un nouveau chapitre qui s'ouvrait. Le voyage vers l'Amérique du Sud fut une aventure en soi. Traversant les océans, ils ressentirent une excitation mêlée d'appréhension. Lucie, les yeux écarquillés, découvrait le monde avec émerveillement. À leur arrivée au Pérou, ils furent accueillis par Alejandro, un anthropologue local avec qui ils avaient été en contact. Bienvenue à Cusco, l'ancienne capitale des Incas. Je suis honoré de vous rencontrer enfin en personne. Votre réputation vous précède. Les premiers jours furent consacrés à s'acclimater à l'altitude et à découvrir la culture locale. Les ruelles pavées, les marchés colorés, les musiques traditionnelles, tout était une source d'émerveillement. Alejandro les informa des défis auxquels était confrontée la région. Les sites sacrés sont menacés par l'expansion urbaine et le tourisme de masse. Les traditions se perdent, et les jeunes générations s'éloignent de leurs racines. Héloïse, grâce à sa sensibilité particulière, établit rapidement des liens profonds avec les anciens du village. Un soir, lors d'une veillée autour du feu, un chaman nommé Inti leur parla des esprits de la montagne. Les Apus veillant sur nous, mais ils sont troublés. Les hommes ne respectent plus la terre comme avant. Il est temps de rétablir l'équilibre. Les préparatifs furent intenses. Chants, danses, offrandes, tout était minutieusement orchestré. Le jour venu, au sommet d'une montagne sacrée, la cérémonie débuta sous un ciel étoilé. Les tambours résonnaient, les chants s'élevaient, et une énergie palpable enveloppait l'assemblée. Lucie, émerveillée, tenait la main de sa mère. « Maman, je sens comme des picotements partout. C'est la magie de ce lieu, ma chérie. Ouvre ton cœur et laisse-toi guider. » Les couleurs dansaient dans le ciel, laissant les participants sans voix. Inti, les yeux brillants, déclara « Les Apus ont entendu nos prières. Grâce à vous, l'équilibre peut être restauré. » Les jeunes montraient un intérêt renouvelé pour leur tradition, les projets de construction nuisibles furent suspendus, et une harmonie semblait s'installer. Philippe et Héloïse continuèrent leur travail, développant des programmes éducatifs, collaborant avec les autorités locales pour protéger les sites sacrés et favorisant le tourisme responsable. Un matin, alors qu'ils escaladaient une montagne en compagnie de Lucien, venu les rejoindre, ils découvrirent une grotte inconnue. À l'intérieur, des peintures rupestres racontaient l'histoire des anciens, des légendes de création et des prophéties sur l'avenir. Lucien, fasciné, analysa les symboles. Ces messages sont universels. Ils parlent de cycles, de renaissance, de l'interconnexion de toutes choses. Il ne s'agit pas seulement de protéger des lieux, mais de tisser des liens entre les cultures, de rappeler à chacun l'importance de respecter la terre et ses mystères. Avec votre aide, nous pourrions révéler au monde la richesse de notre patrimoine tout en le protégeant. L'un d'eux, un homme d'affaires influent nommé Carlos Mendoza, commença à faire pression sur les autorités pour obtenir des permis d'exploitation. Philippe fut rapidement mis au courant. Nous devons agir. Si ces projets voient le jour, tout ce que nous avons accompli sera anéanti. Accompagnés d'Alejandro, ils organisèrent une entrevue. Dans les bureaux luxueux de Mendoza Corp, l'ambiance était froide. Carlos, un homme au regard perçant et au sourire calculé, les accueillit avec une courtoisie feinte. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Philippe prit la parole. « Nous sommes conscients de vos projets dans la région. Nous aimerions vous proposer une alternative qui bénéficierait à la fois à la communauté locale et à l'environnement. La destruction de ces sites ne profitera qu'à court terme, mais les dommages seront irréparables. Cet homme est sans scrupules. Il a des relations haut placées.
ce sera difficile de le contrer. Des pétitions furent lancées, des manifestations pacifiques organisées, et les médias locaux commencèrent à relayer l'information. Cependant, les choses prirent une tournure sombre lorsque des menaces anonymes commencèrent à arriver. Un soir, alors qu'ils rentrèrent chez eux, ils découvrirent leur maison saccagée. Lucie, effrayée, se blottit contre sa mère. « Pourquoi font-ils ça ? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ira bien. » Ce dernier les accueillit avec gravité. « Les forces obscures sont à l'œuvre, mais nous ne sommes pas impuissants. » Pendant ce temps, Alejandro contacta des organisations internationales de défense des droits humains et de l'environnement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et bientôt, l'affaire fit la une des journaux à travers le monde. Face à cette pression, les autorités locales commencèrent à hésiter. Carlos Mendoza, sentant le vent tourner, organisa une conférence de presse pour défendre ses projets, mais il fut confronté à des journalistes bien informés qui le mirent en difficulté. La tension monta d'un cran lorsqu'une confrontation directe eut lieu entre les forces de sécurité engagées par Mendoza Corp et les habitants du village. Cependant, grâce à l'intervention pacifique de Philippe et Héloïse, un affrontement violent fut évité. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Un séisme secoua la région, provoquant des dégâts matériels, mais, heureusement, aucune perte humaine. Les montagnes, symboles de la force et de la stabilité, semblaient en vouloir rappeler leur puissance. Inti interpréta cela comme un message des Apus. La terre parle. Elle nous demande de respecter son équilibre, mais personne ne céda. Finalement, acculé, il annonça le retrait de ses projets. La victoire était acquise. La célébration qui suivit fut grandiose. Les danses, les chants, les repas partagés témoignaient de la joie et de la fierté de chacun. Philippe, ému, prit la parole. « Cette victoire est la vôtre. Elle montre que lorsque nous sommes unis, rien n'est impossible. Nous avons non seulement protégé ces terres, mais aussi ravivé l'esprit de cette communauté. » Les mois suivants furent dédiés à la réalisation de ce projet. Le centre, construit avec des matériaux locaux et respectueux de l'environnement, devint rapidement un point de référence dans la région. Des visiteurs du monde entier venaient pour apprendre, échanger, collaborer. Les traditions locales étaient mises en valeur, et les nouvelles générations trouvaient un équilibre entre modernité et héritage ancestral. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les montagnes, Philippe et Héloïse se retrouvèrent sur la terrasse de leur maison. Lucie, désormais adolescente, jouait de la flûte andine, sa mélodie s'élevant dans l'air frais. « Nous avons parcouru un long chemin, » dit Philippe en prenant la main d'Héloïse. « Oui, » répondit-elle en souriant. « Et je sens que l'aventure continue. Il y a tant à faire, tant à découvrir. Mais je crois que nous portons sa lumière partout où nous allons. Ils aimeraient que nous leur rendions visite bientôt. » Pour Lucie, c'était un retour aux sources, un moyen de renouer avec des souvenirs d'enfance. Pour Philippe, Héloïse et Lucien, c'était l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis leurs premières aventures. À leur arrivée, ils furent accueillis par Hélène, Jacques, Antoine et tous les membres de la fondation restés sur place. Les retrouvailles furent chaleureuses, ponctuées de rires, de souvenirs partagés, de projets à venir. Hélène les informa des avancées réalisées sur l'île. Nous avons développé un programme de recherche sur la biodiversité unique de l'île. Les découvertes que nous avons faites pourraient avoir des implications majeures pour la médecine et l'écologie. Et nous avons réussi à impliquer des jeunes du monde entier, venus ici pour apprendre et contribuer. L'esprit de l'île inspire chacun à donner le meilleur de lui-même. Ces dernières années, en voyageant et en apprenant aux côtés de mes parents, j'ai réalisé à quel point notre monde est interconnecté. Chaque culture, chaque tradition, chaque être vivant a sa place et son importance. À protéger notre planète, à promouvoir l'harmonie entre les peuples et la nature. Que l'héritage que nous laissons est entre de bonnes mains. Les préparatifs commencèrent dès le lendemain. Des invitations furent envoyées aux 4 coins du monde, et l'île se prépara à accueillir cet événement inédit. Le jour venu, l'île de lumière vibrait d'une énergie particulière. Des tentes avaient été installées, des scènes montées, des espaces de discussion aménagés. Des personnes de toutes nationalités, de tous horizons, affluaient, animés par un même désir de construire un avenir meilleur. Les conférences se succédèrent, abordant des thèmes variés: écologie, spiritualité,
technologie éthique, art, éducation. Des ateliers permirent aux participants d'échanger, de créer ensemble, de tisser des liens. Philippe ouvrit le rassemblement avec un discours inspirant. Il y a des années, j'ai découvert cette île en quête de sens. Ce que j'y ai trouvé a dépassé toutes mes espérances. Aujourd'hui, je vois devant moi une communauté mondiale, unie par des valeurs communes, prête à relever les défis de notre époque. Les choix que nous faisons maintenant détermineront l'avenir de notre planète. Mais je suis pleine d'espoir en voyant tant de personnes engagées, créatives, déterminées. Merci d'être ici, merci de croire en ce rêve. Je ressens une immense gratitude, confia Philippe, pour tout ce que nous avons vécu, pour les personnes que nous avons rencontrées, pour l'avenir qui se dessine. Il y a tant à faire, tant à partager. Philippe et Héloïse, tout en continuant leur engagement, prirent le temps de savourer la vie, profitant de chaque instant en famille. Lucie, quant à elle, devint une figure emblématique de cette nouvelle génération engagée, parcourant le monde pour partager son message d'espoir. Un soir, alors que la famille était réunie autour d'un feu de camp sur l'île, Lucie annonça « J'ai décidé d'écrire un livre pour raconter notre histoire, pour inspirer d'autres personnes à suivre cette voie. Et n'oublie pas d'y mettre ton propre regard, ta propre sensibilité. » Les étoiles brillaient intensément, comme pour témoigner de la grandeur de l'univers et de la place infime mais précieuse de chacun. Philippe, le regard tourné vers le ciel, murmura « Nous sommes tous reliés, à travers le temps, l'espace, les cultures. C'est cette connexion qui donne un sens à notre existence. Et c'est en cultivant cette connexion que nous pourrons créer un monde meilleur. » Ils savaient que le chemin continuerait, avec ses joies et ses défis, mais ils étaient prêts, unis et confiants. Ainsi s'achève l'histoire de Philippe, Héloïse, Lucie et tous ceux qui, guidés par la lumière de l'île, ont choisi de dédier leur vie à la protection de la terre et à l'éveil des consciences. Une histoire d'amour, de courage, de résilience, qui rappelle que chaque geste compte, que chaque être a sa place et que l'avenir est entre nos mains. Que cette lumière continue de briller, guidant les générations futures vers un monde de paix, d'harmonie et de beauté.